Betty Broderick, qui s'appelait à l'origine Elizabeth Ann Bicheglia, est née le 7 novembre 1947 et a grandi à Bronxville, dans l'État de New York. Elle est la troisième des 6 enfants de Marita et Frank Biseglia, qui dirigeaient avec leur famille une entreprise de plâtrerie prospère. Sa mère était d'origine irlando-américaine, tandis que son père était italo-américain. Les Bicheglia étaient stricts et attendaient beaucoup de leurs enfants. Dès sa naissance, elle a été préparée à remplir des rôles traditionnels. Fréquentez des écoles catholiques, soyez prudente dans vos fréquentations jusqu'à ce que vous trouviez un homme catholique, soutenez-le pendant qu'il travaille et profitez de la bénédiction de beaux petits-enfants dans vos dernières années. 6 camarades de classe ont été élevés dans un environnement similaire, ce qui lui laisse peu de place pour la rébellion. Broderick a fréquenté le lycée Maria Regina à Hartsdale, dans l'État de New York, et a été diplômée de l'Eastchester High School à Eastchester, dans l'État de New York, en 1965. Elle a ensuite obtenu un diplôme en éducation de la petite enfance au College of Mount Saint-Vincent, dans le Bronx, dans le cadre d'un programme accéléré qui comprenait également une mineure en anglais. En 1965, Betty a rencontré son futur mari, Dan Broderick, fils aîné d'une autre grande famille catholique, lors d'une fête organisée après un match de football entre l'Université de Californie du Sud et l'Université de Notre-Dame à South Bend, dans l'Indiana. À l'époque, Dan était étudiant à Notre-Dame et s'est présenté à Betty en écrivant Daniel T. Broderick, MDA, sur une serviette de table. Lorsque Betty a demandé ce que signifiait MDA, Dan a expliqué avec humour que cela signifiait Medical Doctor Almost, médecin presque. Ils ont commencé à se fréquenter et se sont rapidement fiancés. Dan, originaire de Pittsburgh, en Pennsylvanie, étudiait à l'école de médecine de l'université Cornell à New York lorsqu'ils se sont fiancés. Le couple se marie le 12 avril 1969 à l'église de l'Immaculée. Conception à Eastchester, lors d'une cérémonie extravagante organisée par la mère de Betty. Leur voyage de noces comprend une croisière dans les Caraïbes et un séjour chez des amis à Saint-Thomas. À son retour de lune de miel, Betty a découvert qu'elle était enceinte de son premier enfant, sa fille Kim, et a continué à travailler jusqu'à la veille de l'accouchement. Après la naissance de Kim, Betty a concilié plusieurs emplois tout en se consacrant pleinement à son foyer et à la maternité, qu'elle avait toujours considérée comme ses principaux objectifs. Elle a eu 4 autres enfants, une fille nommée Lee, 2 fils, Daniel et Rhett, et un fils anonyme qui est décédé tragiquement 2 jours après sa naissance. Au cours des premières années de leur mariage, avant que Dan ne connaisse le succès en tant qu'avocat, le couple a été confronté à de graves difficultés financières. Ils vivaient dans une quasi-pauvreté, dépendant des bons d'alimentation et déménageant fréquemment entre les dortoirs et les appartements. Pendant cette période, Betty a jonglé avec différents emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, notamment en vendant des Tupperware au porte-à-porte en hiver, tout en s'occupant de ses enfants. La détermination de Betty et sa volonté de travailler dur n'ont jamais été remises en question. Après la naissance de Kim et l'obtention de son diplôme de médecine, Dan a décidé qu'il ne voulait plus faire carrière dans la médecine. Il a préféré combiner sa formation médicale avec un diplôme de droit et s'est inscrit à la faculté de droit de Harvard, tandis que Betty l'aidait en occupant divers emplois. En 1973, après l'obtention par Dan de son diplôme de la faculté de droit de Harvard, la famille s'est installée dans le quartier de La Jolla à San Diego. C'est là que Dan a connu un succès considérable en tant qu'avocat spécialisé dans les erreurs médicales. Cependant, les récompenses financières n'ont pas été immédiates. Son salaire initial au cabinet d'avocat était assez modeste. Betty a encouragé Dan à ouvrir son propre cabinet, ce qu'il a fait, et peu de temps après, il a connu un succès considérable. La percée de Dan s'est faite avec sa première affaire d'1 million de dollars, catapultant les Broderick au rang de millionnaires et signalant que leurs années de dur labeur et de sacrifice avaient porté leurs fruits. Le couple est devenu célèbre dans les cercles sociaux de San Diego et a joui d'une vie de plus en plus aisée. Betty peut enfin quitter son travail et profiter des fruits de leur labeur. Cependant, leur mariage, déjà tendu, continue de se détériorer.
Betty se plaignait fréquemment que Dan était un père et un mari absent, passant trop de temps au travail et à fréquenter des collègues, ce qui lui donnait l'impression d'être le seul parent de leurs 4 enfants. Au début des années 1980, Dan a engagé Linda Kolkena, une ancienne hôtesse de l'air devenue réceptionniste, comme assistante. Il entame avec elle une liaison secrète qui durera 3 ans. Betty soupçonnait depuis longtemps Dan d'avoir une liaison, bien qu'il l'ait toujours nié. Un jour, après avoir attendu toute la journée et la nuit au cabinet de Dan pour fêter son 38 anniversaire, elle a découvert qu'il était sorti avec Linda. Furieuse, Betty rentre chez elle et détruit tous les coûteux costumes sur mesure de Dan. Le mariage continue de se détériorer, les soupçons de Betty sur la liaison augmentant et Dan s'obstinant à la nier. Dan finit par déménager, acheter une nouvelle maison et, chose surprenante, obtenir la garde de leurs 4 enfants. Il a alors admis avoir eu une liaison pendant 3 ans, a obtenu une ordonnance restrictive à l'encontre de Betty et a demandé le divorce. Betty a le cœur brisé et se sent profondément lésée. Le divorce qui s'ensuivit fut long, complexe et amer. Betty pensait qu'elle avait été traitée injustement en raison de l'influence et des relations juridiques étendues de Dan. Après le départ de Dan, Betty s'est mise à éprouver de la colère à l'égard de son ex-mari. Cette obsession l'a conduite à adopter un comportement qui s'est ensuite retourné contre elle au tribunal, notamment en laissant des messages obscènes sur le répondeur de Dan et en l'agressant verbalement, ainsi que Linda Kolkena lors d'appels téléphoniques enregistrés avec S et enfants, à qui elle demandait de respecter leur comportement et leur attitude à l'égard de leur père et de Linda Kolkena. Lors d'un incident particulièrement tristement célèbre, Betty a enfoncé avec son véhicule la porte d'entrée de la nouvelle maison de Dan Broderick après qu'il ait vendu la maison familiale sans son consentement. Outre cet acte de vandalisme, Betty est également entrée chez Dan à l'improviste, a barbouillé ses vêtements d'une tarte à la crème de Boston, a peint ses murs à la bombe et a brisé ses fenêtres. Alors que la procédure de divorce s'éternise, le comportement de Betty devient de plus en plus violent. Elle se venge de son ex-mari en vandalisant ses biens, en lui laissant des messages téléphoniques obscènes et en se défoulant sur son infidélité auprès de ses amis. Dan, quant à lui, a gardé une attitude plus calme et a tiré parti de son expertise juridique. Il a fréquemment ramené Betty devant le tribunal pour des ordonnances de justification pour avoir violé l'ordonnance restrictive qu'il avait prise à son encontre. Après une telle comparution, Betty a passé 3 jours en prison. Les observateurs ont souvent eu l'impression que Dan provoquait le comportement instable de Betty au lieu de faire preuve d'empathie ou de l'aider à trouver le soutien dont elle avait besoin. À l'époque, Dan versait à Betty une pension alimentaire mensuelle de 9 000 $, portée plus tard à 16 000 $, tout en vivant avec Linda Kolkena. Malgré le tumulte et la relation qu'il entretenait avec Kolkena, Betty gardait l'espoir que Dan reviendrait sur sa décision et réintégrerait leur famille. Le long divorce des Broderick a été prononcé en 1989, 4 ans après la demande initiale de Dan. Beaucoup pensent que Dan a délibérément prolongé la procédure. En Californie, un concept juridique peu connu sous le nom de crédits Epstein, a été utilisé pour saper le règlement financier de Betty. Au moment où le procès de divorce s'est achevé, la part de Betty dans les biens de la communauté avait été considérablement réduite en raison des crédits Epstein. Les crédits Epstein sont une disposition de la loi californienne sur le divorce qui permet à l'époux qui subvient aux besoins de la famille, Dan dans ce cas, d'imputer à l'époux dépendant, Betty, la moitié de toutes les dettes de la communauté accumulées, non pas à partir de la date du divorce, mais à partir de la date de la séparation. Cela signifie que s'il y a une longue période entre la séparation et la finalisation du divorce, le conjoint à charge peut accumuler suffisamment de crédits Epstein pour annuler toute part de biens communautaires à laquelle il aurait pu avoir droit si le divorce avait été réglé rapidement après la séparation. Dans l'affaire du divorce des Broderick, des manœuvres juridiques et des retards ont repoussé le procès à plusieurs reprises. Betty s'est représentée elle-même sans avocat, et nombreux sont ceux qui pensent que la procédure a été menée de manière scandaleusement injuste,
en particulier parce que Dan a demandé que le procès soit complètement fermé au public. Les fenêtres de la salle d'audience étaient recouvertes de papier, ce qui renforçait le secret. Après un procès de 8 jours, le juge a accepté toutes les demandes financières de Dan et a décidé que Betty devait à Dan 750 000 $ en crédit Epstein et en avance de fonds, qui s'étaient accumulés entre le moment où Dan a déménagé et la finalisation du divorce le 30 janvier 1989. En fin de compte, Dan Broderick, multimillionnaire et père des 4 enfants de Betty, a été condamné à verser à Betty moins de 30 000 $ en espèces. En outre, Dan a obtenu la garde des enfants. Betty est dévastée et a l'impression que sa vie est brisée. Le 22 avril 1989, 10 jours seulement après ceux qui auraient été leur 20e anniversaire de mariage, Dan a épousé Linda Kolkena. Un mois avant le mariage de Dan et Linda, Betty, qui ressentait le besoin de se protéger car elle vivait désormais seule, a acheté un revolver Smith & Wesson. Elle a pris des cours de tir et aurait fréquemment porté l'arme sur elle, menaçant même de tirer sur Dan. 8 mois après l'achat de l'arme et 7 mois après le mariage de Dan et Linda, Betty a tiré sur eux et les a tués pendant leur sommeil. Les meurtres ont eu lieu vers 5h30 du matin, le 5 novembre 1989, 2 jours avant le 42e anniversaire de Betty. Cet acte tragique fait suite à une lettre de l'avocat de Dan à l'avocat de Betty qui allègue l'instabilité mentale de Betty et la menace d'incarcération. Betty avait accédé au domicile de Dan à Marston Hills en utilisant une clé qu'elle avait prise à sa fille aînée, Kim. Les derniers mots de Dan auraient été « Ok, tu m'as tiré dessus, je suis mort ». Au cours des procès, l'affaire de Betty a été compliquée par le fait qu'elle avait retiré un téléphone de la chambre que Dan aurait pu utiliser pour appeler à l'aide. Betty a tiré les 5 balles de son arme. 2 ont atteint Linda à la tête et à la poitrine, la tuant sur le coup. Une a touché Dan à la poitrine, alors qu'il essayait apparemment d'atteindre un téléphone. Une a touché le mur, et une a touché une table de nuit. Dan avait 44 ans, et Linda 28 ans. Après la fusillade, Betty s'est rendue à la police et n'a pas nié avoir tiré 5 fois. Cependant, elle a affirmé au cours du procès qu'elle n'avait pas eu l'intention de tuer le couple lorsqu'elle était entrée dans la maison. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait apporté une arme de poing dans la maison cette nuit-là, Betty a répondu « parce que je voulais qu'il m'écoute ». Elle a expliqué que son intention était de forcer Dan à l'écouter et que s'il refusait, elle se suiciderait. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle ne s'était pas suicidée après avoir tiré sur Dan et Linda, elle a répondu qu'elle n'avait plus de balles. Betty a affirmé qu'elle avait tiré sur son ex-mari dans un accès de passion, immédiatement après être entrée dans la chambre à coucher, après que Linda eut crié « Appelez la police ». Au cours de ces procès, Betty a insisté sur le fait que les meurtres n'étaient pas prémédités. Lors de son 2e procès, elle a décrit les événements comme suit. « Le mouvement que j'ai fait dans leur chambre les a réveillés. Ils ont bougé et quelqu'un a crié « Appelez la police ». Et j'ai dit « Non ». Et j'ai tiré avec le pistolet et un gros bruit a retenti. Puis j'ai attrapé le téléphone et je me suis tiré de là. Mais je n'étais même pas dans cette pièce. Je veux dire, c'était juste une explosion. J'ai bougé, ils ont bougé, le coup de feu est parti et c'était comme « Ah !» Et c'était si rapide. Elle affirme que le cri de Linda l'a fait sursauter et que, dans le chaos de la chambre obscure, elle a tiré sans se rendre compte qu'elle avait touché l'un ou l'autre. La défense de Betty s'est concentrée sur le syndrome de la femme battue, arguant que les actions de Betty étaient le résultat d'années d'abus psychologiques, émotionnels et mentaux infligés par son mari infidèle, Dan Broderick. La défense a dépeint Betty comme une femme qui s'était entièrement consacrée à être une mère et une épouse parfaite, sacrifiant ses propres besoins pour soutenir Dan dans ses études de médecine et de droit. La défense a soutenu que Dan n'aurait jamais pu réussir sans le soutien de Betty. Des témoins, dont Betty elle-même, ont témoigné de son dévouement en tant que mère et épouse loyale et travailleuse. La défense a soutenu que Dan, après avoir trompé Betty pendant des années et avoir fini par divorcer, l'avait échangée contre Linda Kolkena,
ce qui a conduit Dan à épouser Linda en 1989 et à obtenir la garde exclusive de leurs 4 enfants. La défense a affirmé que l'effondrement émotionnel de Betty, provoqué par la tromperie et la manipulation juridique de Dan, l'a conduite à commettre les meurtres dans un moment de rage imprévu. En revanche, l'accusation a dépeint Betty comme une meurtrière froide, égoïste et narcissique qui avait comploté pour tuer son ex-mari. L'accusation a présenté de nombreux messages téléphoniques que Betty avait laissés sur le répondeur de Dan et Linda, a mis en évidence des séances où Betty avait vandalisé la propriété de Dan et a utilisé le témoignage de la fille aînée de Betty, Kim, pour dépeindre Betty comme une femme en colère et impénitente. L'accusation a soutenu que le comportement de Betty démontrait une nature dangereuse et insensible. Le premier procès de Betty s'est soldé par une fin de non-recevoir, 2 jurés s'étant abstenus de prononcer une condamnation pour homicide involontaire, invoquant l'absence d'intention. Un juré aurait déclaré « Je me demande seulement ce qui lui a pris tant de temps ». En conséquence, le juge a déclaré l'annulation du procès. Le deuxième procès a suivi de près le premier, bien que la défense ait soutenu que le juge avait imposé plus de restrictions à la défense de Betty tout en laissant une plus grande marge de manœuvre à l'accusation. L'accusation a eu plus de succès lors du second procès et le jury a reconnu Betty coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au second degré. Betty a été condamnée à 2 peines consécutives de 15 ans à la perpétuité, plus 2 ans supplémentaires pour usage illégal d'une arme à feu, le maximum autorisé par la loi. Elle est incarcérée depuis le jour des meurtres. Betty Broderick purge sa peine à la California Institution for Women à Corona, en Californie. En janvier 2010, la première demande de libération conditionnelle de Betty a été rejetée par le Board of Parole Hearings en raison de son manque de remords et de son incapacité à reconnaître ses torts. La libération conditionnelle lui a ensuite été refusée en novembre 2011, puis en janvier 2017. La prochaine fois qu'elle pourra bénéficier d'une libération conditionnelle, ce sera en janvier 2032, date à laquelle elle aura 84 ans. Le 28 mai 2008, un mercredi apparemment ordinaire, la vie de Moira Jones a pris un tournant inattendu et tragique. Âgée de 40 ans, Moira, une femme à l'esprit vif, s'est retrouvée ce soir-là en ville avec son petit ami depuis 4 ans, Paul Thompson. Moira avait élu domicile à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni. Son appartement donne sur un beau parc de la région sud de Glasgow. En 2003, elle avait quitté sa vie précédente à Londres pour poursuivre une carrière de cadre chez Britvic. Glasgow avait rapidement conquis son cœur et elle avait tissé des liens profonds avec la ville et ses habitants. L'attachement de Moira pour Glasgow s'explique par la chaleur et la gentillesse de ses habitants, ainsi que par leur sens de l'humour contagieux. La ville, qui offre de nombreuses possibilités d'activités de plein air, s'est avérée être un endroit idéal pour quelqu'un qui aimait le grand air. Les sentiers, les collines, les vallons et les plages attiraient Moira, lui offrant d'innombrables possibilités d'explorer et de profiter de son amour pour le plein air. Ce soir-là, Moira avait initialement prévu de passer la nuit chez Paul. Elle était venue avec un sac de voyage, prête à partager la nuit. Cependant, une dispute entre eux l'a fait changer d'avis. Déterminée à dormir dans son propre appartement, elle s'est mise en route pour rentrer chez elle, sans se douter qu'elle ne terminerait jamais ce voyage. Le matin du 29 mai 2008, une sinistre découverte a été faite à Queen's Park, à Glasgow. Un garde forestier tombe sur le corps sans vie d'une femme, dissimulée derrière une haie de Troène. La scène tragique était tout simplement horrible. La femme gisait face contre terre, au milieu des buissons, le bas du corps découvert, vêtue seulement d'une paire de chaussettes. Sa veste et son soutien-gorge avaient été déchirés et son pantalon gisait entre ses jambes. Des documents portant le nom de Moira et des informations personnelles ont été trouvés à proximité, ce qui a conduit la police à son appartement. À leur grand désarroi,
Il n'y avait aucune trace de Moira chez elle. Craignant que le corps sans vie qu'ils avaient découvert ne soit le sien, les autorités ont rapidement pris contact avec les parents de Moira, Beatrice Bay et Hubert Hugh Jones, qui résidaient à Weston, dans le Staffordshire. Le message angoissant qu'ils leur ont transmis était qu'ils pensaient que le corps de Moira avait été retrouvé, mais qu'ils n'en étaient pas tout à fait sûrs. Ils avaient besoin que les parents endeuillés identifient leur fille. C'est le cœur lourd et avec un chagrin inimaginable que Beatrice Béat et Hubert Hugh Jones ont entrepris le sombre voyage jusqu'à Glasgow. Leurs pires craintes se sont confirmées à la vue de la forme sans vie. Il s'agissait bien de Moira, leur fille bien-aimée. L'inimaginable était devenu une dure et cruelle réalité. Moira n'avait pas seulement connu une fin tragique, elle avait subi le plus horrible des destins. Elle avait été violée et battue à mort. Alors que l'enquête sur le meurtre de Moira Jones se poursuit, la police se trouve confrontée à un défi qui la laisse perplexe. Ils avaient identifié avec certitude la victime comme étant Moira, mais son meurtrier restait une figure obscure, insaisissable et non identifiée. Les preuves ADN prélevées sur le corps de Moira avaient définitivement écarté le suspect Paul, son petit ami. Néanmoins, le profil ADN extrait de la scène de crime ne correspondait à personne dans la vaste base de données du Royaume-Uni. Dans sa quête de réponse, la police a ratissé large. Elle a examiné les activités de 22 délinquants sexuels enregistrés, résidant dans les environs, et les a interrogés. Elle s'est également entretenue avec des personnes ayant commis des infractions pénales à proximité du parc et a parlé à des mineurs buvant de l'alcool connus pour fréquenter la zone. Malheureusement, aucune de ces conversations n'a permis de faire avancer l'affaire de manière significative. Toutefois, les enquêteurs ont réussi à reconstituer la chronologie des événements et ont obtenu des images de vidéosurveillance cruciales montrant un homme en compagnie de Moira. Cet homme non identifié est devenu un élément central de l'enquête et la police s'est empressée de le localiser et de l'interroger. Le tournant de l'enquête s'est produit lors d'une enquête de porte-à-porte, lorsque la police a eu une conversation avec une femme nommée Lucy Pechtlova, originaire de la République tchèque. Ces informations allaient s'avérer déterminantes pour élucider le mystère entourant la mort tragique de Moira Jones. Le récit de Lucy à la police a mis en lumière la présence d'un homme nommé Marek Arčar, un ancien soldat slovaque de 33 ans, mesurant 1,80 m. Lucy et Marek avaient déjà travaillé ensemble dans le passé. Lucy et Marek avaient déjà travaillé ensemble à Liverpool en 2007. Marek est arrivé à Glasgow le 18 mai 2008 et, comme il avait besoin d'un logement, Lucy lui a proposé d'habiter dans son appartement de Queen's Drive. Cependant, le séjour de Marek chez Lucy s'est avéré loin d'être productif. Alors qu'il était censé rechercher un emploi, il s'est adonné à une consommation excessive d'alcool et à regarder des films explicites. Dans la soirée du 28 mai, Marek a quitté la chambre vers 10 heures, apparemment en état d'ébriété, et a indiqué à Lucy qu'il sortait pour trouver des putes. Le lendemain matin, Marek est revenu à 3h15, mais selon Lucy, il était différent et semblait avoir peur de quelque chose. Étonnamment, Marek a quitté le studio le 1er juin, abandonnant toutes ses affaires sans préavis. Des enquêtes ultérieures ont révélé que Marek avait pris un vol pour la République tchèque et avait poursuivi son voyage en bus jusqu'en Slovaquie. Lucy a remis les affaires de Marek à la police, qui a procédé à des tests ADN, ce qui a permis d'établir un lien crucial avec le crime. La veste en cuir noir de Marek contenait des traces du sang de Moira. L'arrestation et l'extradition de Marek Arčar vers le Royaume-Uni ont marqué un tournant dans l'affaire Moira Jones. Le procès de Marek Arčar s'est ouvert le 12 mars 2009 à Glasgow. Il était accusé de meurtre,
de viol et de vol. Tout au long de la procédure, Marek a maintenu son plaidoyer de non-culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Le tribunal a appris que Marek était arrivé au Royaume-Uni en 2007 et qu'au moment du meurtre tragique de Moira, il n'était à Glasgow que depuis 10 jours. L'accusation s'est concentrée sur le fait que Marek était l'auteur du crime. Il a présenté un récit convaincant, affirmant que Moira rentrait chez elle après avoir quitté la maison de son petit ami dans la nuit du 28 mai, mais que Marek avait des intentions tout à fait différentes. Il avait consommé une grande quantité d'alcool, notamment de la bière et de la vodka, et on l'avait entendu dire qu'il allait chercher une femme. Selon l'accusation, Moira retournait à son appartement où elle avait initialement prévu de passer la nuit, munie d'un grand sac de voyage noir. Elle a garé sa voiture à une 60aine de mètres de son appartement, près de Queen's Park, vers 11h30. L'accusation a soutenu qu'à ce moment-là, Marek s'est approché de Moira et l'a contrainte à marcher avec lui le long d'un sentier. Des preuves cruciales ont été fournies par des images de vidéosurveillance obtenues à partir d'un First Bus qui passait par là et qui a filmé 2 individus traversant Langside Road et marchant le long du périmètre de Queen's Park. Le jury a pu constater le contraste saisissant entre la taille et la stature des 2 personnes filmées. Moira, qui ne mesure qu'1,50 m et pèse moins de 9 kg, est apparue nettement plus petite que l'homme qui l'accompagnait. L'accusation a soutenu que le personnage imposant était Marek, qui, du haut de son 1,90 m et étant un adepte du kickboxing, possédait un avantage physique considérable sur Moira. L'accusation a également détaillé l'itinéraire que Marek aurait forcé Moira à emprunter. Un témoin a déclaré avoir vu un homme et une femme près d'un buisson de houx, à proximité des cours de tennis, où 6 boutons du haut de Moira et un mégot de cigarette portant l'ADN de Marek ont été découverts. D'autres images de vidéosurveillance ont montré un homme sortant du parc près de l'église baptiste de Queen's Park sur Balvicar Drive à 2h15 du matin. L'accusation a soutenu que cet individu était Marek, qui était seul à ce moment-là. Le dossier de l'accusation brosse un portrait sombre et affligeant des événements survenus à Queen's Park. Selon leur récit, Marek Harkar a conduit Moira de force dans le parc, l'a agressée violemment et sexuellement et a volé certains de ses effets personnels. Les résultats de l'autopsie ont révélé l'étendue effroyable des blessures de Moira et ont permis de mieux comprendre l'attaque déchirante qu'elle a subie. Les résultats de l'autopsie suggèrent que Moira n'a probablement pas succombé à ses blessures avant 2h du matin, ce qui implique qu'elle a peut-être enduré son calvaire pendant environ 2h30. L'examen a révélé un total choquant de 65 traumatismes contondants distincts infligés à Moira, causés par des coups de poing, des coups de pied et des coups de pied. Ces blessures ont été attribuées à un traumatisme contondant grave et soutenu. Le docteur Marjorie Black, médecin légiste, a témoigné à la barre. Elle a détaillé les 65 blessures externes, dont un nez cassé et 2 yeux au beurre noir. Le docteur Black a indiqué que le nombre réel de blessures pourrait être supérieur à 65, car certaines ecchymoses ont pu se confondre avec le temps. Les blessures de Moira comprennent des lésions cérébrales, des fractures de la pommette droite et du larynx, ainsi que des côtes meurtries. Elle présentait de graves ecchymoses sur toute la tête et le visage, et l'une de ses dents de devant avait été arrachée. D'autres ecchymoses s'étendaient à sa poitrine, à son dos, à ses jambes et à ses fesses. La salle d'audience a été saisie par le témoignage convaincant du docteur Black, qui a dévoilé les détails sinistres entourant la cause du décès de Moira Jones. Le docteur Black, témoin expert, a révélé que les blessures à la tête et au cou infligées à Moira étaient les principaux facteurs de sa mort tragique. Dans une révélation qui fait froid dans le dos,
Elle a suggéré que de petites hémorragies dans les yeux de Moira laissaient supposer un élément d'asphyxie potentiel dans sa mort. La présence d'ecchymoses sur le dos, des mains et des bras de Moira, que le docteur Black a décrites comme des blessures défensives typiques, a également suscité des inquiétudes. Le témoignage de l'expert du docteur Black a également mis en évidence un aspect pénible de l'affaire. Rien n'indique qu'une arme ait été impliquée dans l'agression. Elle pense au contraire que les blessures ont été infligées par des coups de poing ou de pied. Les nombreuses ecchymoses sur le cou de Moira l'ont amené à supposer que ces ecchymoses auraient pu être causées par un bras, une jambe ou un genou comprimant le cou de Moira alors qu'elle était au sol. L'atmosphère de la salle d'audience est devenue de plus en plus sombre au fur et à mesure que le docteur Black décrivait d'autres constatations